Et aujourd'hui, on va parler du développement assisté par intelligence artificielle. Donc, les intelligences artificielles, on en entend beaucoup parler en ce moment, un petit peu. Et moi, du coup, c'est Maximilien Linet, donc je suis développeur front-end chez Alltech. En ce moment, la mission à la Massif. Et donc, c'est quoi une IA? Selon Wikipédia, magnifique fiche, c'est une machine qui est capable de simuler l'intelligence humaine, ce qui est super. Aujourd'hui, c'est surtout spécialisé dans un domaine en particulier et sur un jeu de données. On a entraîné, c'est fait pour faire une chose bien précise. Donc, pour écrire des choses, pour chat, pour des analyses statistiques, de l'art aussi, et enfin, le développement. Donc, pour le développement, donc on a l'IA pour le code. Pourquoi faire parce qu'il y a eu quand même pas mal d'avancées majeures, c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Ce qu'on développe aussi, ça a pas mal évolué en termes de complexité. On a des choses assez énormes, et les développeurs sont efficients par nature. Le minimum d'input et le maximum d'output. Donc comment ça marche tout ça? En fait, c'est des IA de LLM. Comme on l'a vu juste avant, c'est des IA qui sont spécialisées pour faire une chose. Donc LLM, le Large Language Model, c'est des intelligences artificielles spécialisées dans le langage, tout simplement. Donc, c'est un modèle de langage entraîné sur un corpus de texte. Donc, typiquement, si on prend ChatGPT, par exemple, qui est un LLM, c'est entraîné sur, globalement, un peu tout Internet avant 2021. Et son rôle, c'est tout simplement de prédire la suite du texte. Rien de plus. Et donc ici, on a un exemple de fonctionnement. Donc, on a un genre de discussion. Et ici, il nous montre que il va essayer de prédire le prochain mot, et le prochain mot est prédit avec une probabilité, forcément. Et donc après, on peut jouer sur pas mal de paramètres pour avoir quelque chose qui sera assez déterministe, donc qui proposera tout le temps les mêmes structures, les mêmes choses, quelque chose d'un petit peu plus fantaisiste qui va prendre des initiatives un petit peu. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que ça fonctionne, et ça démystifie un petit peu la magie. Il n'y a pas de gros cerveau qui est branché sur ChatGPT quand vous lui parlez. Il va juste essayer de deviner ce qu'il va dire. Et donc, avec ça, on se dit, on peut commencer à faire des choses sympas. On va essayer de coder un truc, mais sans coder, avec le fameux ChatGPT. Donc, j'ai fait un petit partage de la conversation que j'ai eue avec lui. Donc, ça marche un peu mieux en anglais, cet outil-là, parce qu'il a été entraîné majoritairement sur des textes en anglais. On a un petit peu meilleurs résultats. Et donc, je lui ai dit de me créer une page web, HTML, tout ça, en utilisant pourquoi pas du CSS, du JavaScript, pour avoir une landing page pour une application mobile complètement lambda. Et donc, lui m'a déjà donné un premier jet. J'ai du code voilà, qui est bien fourni. Et petite précision, je lui ai demandé d'utiliser Tailwind CSS. Pour ceux qui connaîtraient pas, Tailwind CSS, c'est une librairie assez courante qui permet d'écrire du CSS directement via les classes. HTML, ça c'est assez pratique pour prototyper rapidement. Donc il m'a bien utilisé, donc il a bien fait l'import ici. Et ensuite il m'a bien utilisé ça partout. Et donc ensuite j'ai itéré, en rajoutant par exemple ici des animations et plein d'autres choses. Donc sur les slides, ça sera disponible le lien vers la conversation pour les plus curieux. Et donc voilà, donc j'ai itéré plusieurs fois, donc ça a été assez long, mais à la fin j'ai réussi à avoir un résultat qui me convenait avec plusieurs petites choses. Et donc voilà une démo. Donc ça c'est ce qui a été produit. Donc je lui ai demandé quelque chose de blanc et violet au niveau thème, et d'avoir aussi des tons pour télécharger sur les différents stores. Donc on voit que c'est pas parfait. Il y a le bouton d'App Store qui est un peu plus gros que celui du Play Store. On a des screenshots automatiques, donc ils sont pareil à une étape. À un moment donné, je lui ai demandé d'aller me chercher sur Unsplash, qui est une librairie d'images, des images, puis de les mettre. Ensuite, de générer, donc voilà. Là, j'ai une section avec les features, une table de pricing, des témoignages, un lien pour un formulaire de newsletter. Voilà, pas mal de choses.
Et code est correct, c'est bien. Est-ce qu'on pourrait s'attendre? Et donc, j'ai fait un autre exemple, qui est un peu plus technique. Donc là, on peut se dire, bon, générer une page HTML, c'est assez évident. Donc là, quelque chose d'un petit peu plus technique. Donc, pour les amateurs de React, je lui ai demandé de me créer un hook. Donc, c'est pas forcément évident pour les débutants de créer ça. Ça se fait très bien après. Et donc, j'ai demandé quelque chose. Et voilà, un hook qui me permettrait de chercher des données avec React Query. J'ai donc, qui fonctionne parfaitement. Et j'ai même en prime la petite explication de comment ça marche, comment je peux l'intégrer et comment faire. C'est sympathique. Donc, après, dans les autres utilisations, comme on a pu le voir, bah, du coup, ça peut expliquer un bout de code, ça peut le documenter, ça peut l'améliorer, trouver des failles, le transpiler en un autre langage. Il y a énormément de façons de faire et de choses possibles. Aujourd'hui, on est surtout limité par notre imagination. Et donc, les conclusions de tout ça, c'est que c'est quand même un outil assez versatile. Donc là, je me suis un peu plus orienté vers du développement front-end, mais on peut faire du Java, du C, enfin, tout ce qu'on veut. Le boilerplate, en tout cas, pour ce que j'ai fait, il est assez convaincant. C'est sympathique. Il connaît les librairies utilisées. Donc là, c'est Tailwind, mais si on lui demande React, on peut lui demander du jQuery à l'ancienne. Voilà. Et ça peut être assez sympa pour faire du bootstrapping et éviter de partir d'une feuille blanche, éviter ce fameux syndrome de la page blanche. Par contre, d'un autre côté, c'est assez sensible au prompt. Donc, dans les exemples que j'ai fait, donc j'ai tapé pas mal de textes, puisqu'il faut être vraiment très spécifique dans ce qu'on veut, comme quand on demande quelque chose à quelqu'un. C'est pas toujours pertinent, alors ça s'est amélioré, mais des fois il y a des petits ratés. Les informations techniques qui datent de 2021. On le voit pas parce que c'est tout pré-généré, mais c'est quand même assez lent. Faut pas s'attendre à claquer des doigts. Et il y a certaines indisponibilités. Si on n'est pas avec un abonnement qui va. Et donc, l'étape d'après, c'est quoi? GitHub Copilot. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler. GitHub Copilot, c'est un assistant de code qui a été entraîné justement avec toutes les données accessibles de GitHub, plus les choses qui sont sur ChatGPT. Et donc, son rôle, c'est d'être directement, voilà, c'est l'autocomplétion sous stéroïde. C'est d'être directement au sein de son éditeur de code et d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus fluide et beaucoup plus pertinent. Puisque Copilot connaît votre projet, il analyse votre projet, il voit tout ce qu'il y a dedans et il comprend votre façon de faire et comment vous avez fait les choses pour vous proposer les choses les plus pertinentes. C'est d'être votre style, c'est en fait c'est transparent. Donc, on va faire un petit exemple. Alors, j'ai ici mon éditeur. J'ai fait déjà le boilerplate d'initialisation de mon petit projet. Donc, c'est un projet avec Astro. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous y intéresser. Et donc, on va voir directement. Hop. Ça, c'est la page de base. Voilà, c'est simple. Et ce qu'on va faire, c'est que il y a un site assez sympa qui s'appelle PokéAPI, parce que le Pokémon c'est assez sympa. Et donc cette page, donc ce site en fait, il propose une API pour consulter des Pokémon, tout un tas de choses autour de ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette page-là, en un listing de Pokémon tout simple, sans avoir à vraiment coder nous-mêmes. Donc on va commencer et on va lui dire. Déjà, j'ai des premières propositions. C'est pas du tout ce que je veux faire. Ça, c'est le premier fonctionnement. Il va nous faire des propositions comme ça, parfois sur plusieurs lignes, en fonction du contexte qu'il a autour de lui et du contexte du projet. Mais ici, là, c'est pas ce qu'on veut. Donc, si j'avais envie, je pourrais faire tab. Ça me mettrait directement tout le code. Et après, je peux continuer. Ou alors, je peux directement faire un commentaire, par exemple. Là, il me propose un commentaire un peu bateau. Mais je peux dire ce que je veux. Et ensuite, il va le faire.
dire, je fais mal. Là. Et donc là, il me propose une première ligne. Donc en JavaScript fetch qui me permet de faire une requête, de récupérer, et avec justement la bonne URL. Et ensuite, si on continue, il me propose de parser tout ça pour avoir mes Pokémon. Et enfin, je peux faire un petit console log de mes Pokémon. On va regarder ça. Et dans mon terminal, effectivement, j'ai donc ma liste avec tous mes petits Pokémon. C'est sympa. Voilà. Ils sont tous là. C'est cool. On a bien travaillé. Et ensuite. Une question. Oui, Le 1151, on sait. Alors, la question, c'était par rapport aux limites 151. Alors, justement, mon exemple est un petit peu biaisé pour avoir vraiment l'effet waouh. Parce que PokéAPI, c'est une API qui est largement utilisée dans les projets de démo et tout ça. Donc, c'est souvent tapé et c'est souvent commis sur GitHub. Donc, lui, il sait que c'est associé. Il a juste accédé. Donc, effectivement. Régulièrement, les gens font 151. C'est que. Bizarre, 51. C'est la première chose. Effectivement, pour les non-amateurs, 151, c'est la première génération. Ah, ok, t'avais déjà 40 ans, c'était pas. Ok, d'accord. Voilà. Suivant l'heure, ok, on peut aller un petit peu plus loin si vous voulez. Donc j'ai un composant qui s'appelle card. Et donc card, il y a plusieurs choses, mais moi ça ne me plaît pas spécialement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre ici title string. Body, on va enlever ça. Non, body, on va le mettre, on va l'appeler image. C'est ça. Donc là, c'est pareil, on propose image. Ici, on va remplacer ça. Et on va lui demander image avec le SRC, image, play. Tout simplement. Et donc, on fait tab. Et voilà. Donc ça, c'est cool. On a ça. Et ensuite, on va itérer sur le card. C'est bon. Donc ici, on va supprimer les cartes qui sont déjà présentes. Et on va lui faire un Pokémon. Tout simplement. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Et on a juste à fermer ça. Et là, on voit, c'est pas toujours gagnant directement. Il m'a fait des échappements de caractères. Ils sont pas forcément nécessaires. Ils sont pas du tout nécessaires. Là, je vais marquer ce qui est pas terrible. Et donc là, il s'est trompé, c'est pas title, c'est... Donc, des fois, ça arrive qu'il se trompe. Donc là, il n'est pas content, parce que c'est un link. Et on peut justement, avec ça, donc utiliser l'aide de l'IDE de base, mais aussi on peut utiliser Fix avec Copilot. Spain, avec Copilot. On peut lui demander d'expliquer. Et donc là, ici, il va m'expliquer si. Ça va marcher. C'est super. Paramètre Pokémon. C'est parfait. Mais du coup, on peut corriger. Il va automatiquement, il va automatiquement proposer une correction. Ça marche super. C'est pas bien, il faut pas le faire. Et donc là, si on retourne sur notre page, on a notre liste qui est déjà peuplée. Il n'y a pas les images, effectivement. Et les images, c'est parce que ça a changé de CDN. Et je pense qu'on va pas avoir le temps. Ça, c'est ce qui est
C'est là où la chose se dit. Parce que ton URL, en fait, c'est la sortie de ce qu'il a pu voir et analyser C'est ça. ailleurs. Et c'est toute la magie, tout le risque du truc, c'est du coup, ouais. C'est tout dépend en fait de ce que tu as trouvé. En fait. Effectivement. Donc, ça c'était une démo. Bon, ça s'est pas passé dans le meilleur des scénarios, c'est pas très grave. Dernière chose avec Copilot, ce qu'on peut faire, c'est justement ici, on peut lui poser des questions. On peut lui demander, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Excuse-moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez des questions à la fin? Ouais, les questions, ça sera plus à la fin. Oui, je suis qu'est-ce qu'on peut lui demander? On peut lui demander quelque chose d'assez sympathique. C'est en français. Comment sont fait verticalement? C'est une win. Donc là, on va essayer en français. Et il nous répond en français. Avec il fait des mots, toujours. Il fait des mots. Voilà. Là, il me fait toute une explication avec un petit peu qui va bien. Et après ça, on a aussi Copilot Labs, qui est version un petit peu expérimentale de tout ça. Et donc, l'idée, c'est d'avoir directement ici toutes les choses qui vont bien. Et avec ici, on peut prendre du code et on peut lui demander de m'expliquer. Donc, par exemple, si je fais ça, si je souligne le code, je peux lui dire, explique-moi le code. Donc là, il va réfléchir de son côté. Et normalement, il va me sortir, bon, là, il n'y a que 2 lignes, mais voilà, il va me sortir un détail à chaque fois, explication, qu'est-ce qu'on fait, ligne par ligne. Alors, on peut traduire ça en un langage. On peut appliquer des brushes, des pinceaux, comme on appelle ça. Donc ici, par exemple, on peut essayer d'ajouter du typage automatiquement. On va automatiquement ajouter un typage. Donc, qui a été déduit, comme on le voit, avec name et URL, qui a été déduit de mon utilisation en dessous. On peut essayer de corriger les bugs, de débugger ça, voilà, plein de choses. C'est assez sympathique. Et on peut aussi, en sélectionnant une fonction, on peut aussi générer le test qui va avec cette fonction. Ça, c'est assez sympa. Chose, donc, on peut tester ça. Et ici, on va lui demander on peut lui demander de documenter par exemple. Donc, voilà, c'était pas mal. Tout s'est pas passé comme prévu, mais c'est pas grave. Donc, on a vu Copilot Labs avec Copilot X. Donc, Copilot X, c'est la fonction un petit peu avancée, donc avec, comme on a vu, GPT-4 dans l'IDE directement, avec petit chat sur le côté. Ça permet aussi d'interroger la doc, générer des pull requests. Va y avoir aussi un assistant directement dans le terminal, et ça va pouvoir générer tous les tests qui vont bien. Donc tout ça, c'est pas disponible aujourd'hui, mais c'est mis à disposition au fur et à mesure, et à un bon rythme. Puisque la première fois que j'ai présenté la première version de cette présentation, le GPT-4 dans l'IDE, il n'était pas disponible. Ça, c'est bien. Donc moi, ça fait quelques temps que j'utilise ça au quotidien. Comme on a vu, c'est assez sympa. Et moi, en tout cas, en termes de ressenti, j'ai l'impression d'aller 2 fois plus vite dans ce que je code et de faire mes tests qui sont vraiment 4 fois plus vite. Donc ça se voit surtout quand on fait du TDD. Quand on a déjà 1 ou 2 tests qui sont créés avec notre façon de faire, il va détecter automatiquement ce qu'on fait, comment on le fait, et il va proposer des choses qui sont assez pertinentes. Faut savoir aussi que ça, c'est un outil qui est payant. Donc 10 € par mois, pour moi, c'est largement justifié. Moi aussi, je fais
x2 sur la vitesse. Il y a une version entreprise qui est disponible, ça c'est cool. Donc les tarifs sont un peu différents, mais ça assure vraiment une non-récupération des données, parce que c'est un peu discutable version de utilisateur lambda. Et donc voilà, ça permet des fonctionnalités un peu plus axées entreprise, donc sécurité et toutes ces choses-là. Et ça rend quand même un petit peu feignant, parce que quand on avait l'habitude de faire table et qu'il y a tout qui marche directement, faut éviter de le faire trop souvent. Et donc de manière un peu plus globale, donc effectivement, on a des options qui permettent de partager son code ou pas pour améliorer encore le modèle au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que, en fait, il est de plus en plus efficace et de plus en plus pertinent. C'était un peu moins sympa il y a 2 ans quand c'est sorti. Aujourd'hui, c'est vraiment pertinent. Comme je l'ai dit, version entreprise et beaucoup de choses qui vont arriver. Et dans le terminal, du coup, parce que là, on a plus l'éditeur de code, mais on passe quand même pas mal de temps dans le terminal pour certains. Il y a un outil qui est assez sympa qui s'appelle Warp. Il se vend comme le terminal du 21e siècle. À quoi ça ressemble? Normalement, ça devrait être assez bien niveau taille. Donc, c'est un terminal comme on en connaît, pas mal. Et on peut faire pas mal de choses. Donc là, dans cet exemple-là, j'ai fait un CD, j'ai changé de dossier. Et j'ai tapé une commande Git, mais je me suis trompé. J'ai tapé GTX status. Ça arrive bien souvent. Donc, ZSH me dit qu'il ne connaît pas. Mais, en tout cas, le terminal me dit, est-ce que ce serait pas plutôt Git status? Ce serait effectivement ça. Et il me le propose ici en bas. Alors le contraste ne doit pas être terrible, mais il me le propose et c'est pareil, j'ai juste à faire table pour que ça marche. À côté de ça, j'ai aussi la possibilité d'ouvrir sur le côté un onglet et d'avoir aussi un genre de chat. Donc là, par exemple, on peut lui demander comment on fait le dernier commit dans Git. Chose qui arrive pas mal. Et on sait jamais comment on fait. Donc il nous propose. Voilà. Et enfin, c'est cool, mais des fois, il faut cliquer sur les liens, c'est pas toujours sympa. Et donc il y a Find, qui est le meilleur de Google et de ChatGPT qui sont ensemble, et orienté vraiment développeur. Donc, je vais lui donner ici, sur le côté. Donc c'est vraiment le moteur de recherche d'IA spécialisé pour les développeurs. Donc on peut lui demander des choses sympas. Donc il y a des petits exemples. Donc par exemple ici, comment développer un contrôleur web. Donc si on clique, il y a deux morceaux, deux parties de cette page. Donc la partie du milieu, où effectivement on a la génération par IA de la réponse, et la partie de droite où en fait on a les sources et de comment il a généré cette réponse et quel site il a pris en compte, pourquoi. Donc ici on voit qu'il nous explique un peu tout avec des bouts de code qui vont bien. Une explication. Et à côté on a les sources. Et on peut lui demander des questions, on peut lui poser des questions un petit peu plus en lien en fait avec ça. Et on peut même lui passer un bout de code par exemple qui lui va prendre en compte pour faire sa prochaine réponse. Donc, il y a plein d'options, il y a plein de choses, ça évolue énormément. C'est pareil, ça fait partie des outils que j'utilise régulièrement. Ça permet d'éviter d'aller sur 50 pages sur Stack Overflow. On sait pas quel commentaire est bon ou pas. Généralement, ça trouve des bonnes choses. Et enfin, on va voir un petit peu l'envers du décor de tout ça. Parce que c'est bien joli et quand même, ça vend du rêve, on va pas se mentir. Donc déjà, il y a des limites au prompting. Le prompting, donc c'est le fait d'interroger une IA. Donc déjà, il y a des biais d'entraînement. Ça a été entraîné, si je parle de ChatGPT et GPT 3.5 et 4, ça a été entraîné sur un peu tout ce qu'ils ont trouvé sur Internet, GitHub, tout ça. Donc il y a déjà des biais d'entraînement par rapport aux données qu'on lui a fournies, qui sont pas forcément de extrême qualité, qui sont peut-être un peu biaisés. Et aussi, il y a des limitations arbitraires, qui sont idéologiques, politiques, moins politiques, mais surtout idéologiques et éthiques aussi, un petit peu. Donc, certains se sont amusés à demander des choses un peu étranges à ChatGPT et souvent il pose les limites très très vite.
en disant que tout ce qui était illégal, lui, il disait rien. Et enfin, il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Donc c'est des données qui sont complètement fausses et inventées. Et on ne sait pas d'où ça sort. Et en fait, on sait d'où ça sort parce que, comme on a vu tout au début, donc c'était LLM et puis son rôle, c'est de prédire le prochain. Pour lui, la pertinence se fait sur ces statistiques et pas sur est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que ça a vraiment du sens. C'est pour ça. Et de manière un peu plus générale, donc il y a peu de modèles qui sont vraiment open source. Souvent, ce sont les outils à côté qui sont open source. Tout est un peu verrouillé par des grosses entreprises. Et la récupération des données est un petit peu sujette à débat, notamment par rapport à Copilot, où on ne sait pas trop si ça a pris dans les repos qui sont privés ou pas. C'est un peu touchy. C'est pas trop. Et il y a aussi pas mal de grosses entreprises qui sont un peu dans l'ombre. Donc notamment Copilot, là c'est GitHub, GitHub c'est Microsoft, OpenAI qui est l'entreprise derrière ChatGPT et GPT. Il y a eu pas mal de liens avec Microsoft aussi. Microsoft qui a intégré dans Bing un assistant GPT-4. Hugging Face aussi qui est l'équivalent de GitHub mais pour héberger des modèles CIA, qui est aussi pas mal en lien avec Microsoft. Des choses un petit peu bizarres, mais quand même c'est un domaine qui est vachement prometteur, donc avec de plus en plus de modèles qui sont proposés. Au début, dans les plus connus, il y avait que ce qui était proposé par OpenAI, mais il y a de plus en plus d'entreprises, donc il y a notamment Meta, une famille de modèles qui s'appelle Llama, plein de dérivés derrière, enfin ça grouille de nouveaux modèles. Les modèles sont de moins en moins chers, donc en petite estimation, il y a 2-3 ans, en fait, un modèle convaincant style GPT 3.5 a entraîné, ça coûtait quelque chose comme 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, ça prend l'équivalent de 5 000 $ à entraîner. Il y a vraiment une grosse baisse des coûts pour faire ça. En open source, il y a énormément de choses qui se développent. Les gens s'approprient. Et il y a possibilité d'héberger soi-même sur n'importe quel PC portable son propre modèle de données qu'on peut récupérer, puisqu'on peut en récupérer certains et les faire tourner sur soi avec toute la sécurité et la sécurité de ces données. Et il y a des outils qui sont vachement intéressants, qui s'appuient sur tout ça, qui sont un peu plus méta. Donc il y a AutoGPT, GPT for All et AgentGPT. Je vous conseille d'aller voir pour les curieux. Et enfin, ça c'est une approche assez intéressante. Donc, de base, ce qui se passe quand on pense aux intelligences artificielles, on leur donne un input et puis on attend un output, tout simple. Ensuite, ce qui a été mis en place et popularisé avec ChatGPT notamment, c'est d'avoir une chaîne de prompts. Donc une discussion en fait, où il se souvient du contexte précédent et chaque message n'est pas comme si on rencontrait une nouvelle personne à chaque fois. De ça, c'est développé un autre fonctionnement qui est les chaînes en fait je me dis le mot en français, c'est pas grave, des chaînes de raisonnement où en fait il va prendre plusieurs actions, il va découper en fait la tâche en plusieurs actions et va effectuer les actions de manière séquentielle. Si on lui donne une problématique globale, comment faire un projet, du coup après il va redécouper en disant je dois d'abord identifier les acteurs, pourquoi je le fais, comment je le fais, et ensuite pour chaque étape il va redescendre à un niveau plus bas et ensuite compiler tout ça pour avoir vraiment quelque chose de... Et enfin, il y a un nouveau mode de fonctionnement qui est l'arborescence de pensée, où du coup, en fait, au lieu de dérouler un genre de script, l'outil qui nous permet de faire ça va lancer plusieurs pistes en parallèle et comparer tout ça pour nous servir la chose la plus pertinente qui en sort. On va avoir, c'est comme si on avait plusieurs équipes en fait qui planchaient sur un sujet, et à la fin on met tout en commun et on voit et on prend les meilleures idées. Ça, c'est assez novateur. C'est en train de se démocratiser un petit peu. Ça va de plus en plus.
Et du coup, dans tout ça, il y a 3 choses à retenir un petit peu de cette présentation. C'est que c'est un gain de productivité énorme en tant que dev, d'avoir accès à tous ces outils-là. C'est un écosystème qui est en évolution, comme j'ai pu le dire, avec de nouvelles choses tous les jours, des nouveaux projets, des nouvelles technos. Et pour moi, ça marque le début d'une nouvelle ère, un petit peu comme l'avènement d'Internet qui a un peu bousculé tout notre quotidien. Je pense que ça va bousculer énormément de choses, énormément d'ordre établi. Amélioré pour le pire. J'avais mis des petits mèmes sympathiques. Et voilà, ça pour tout. Maintenant, place aux questions. Il y a un petit peu répondu par la suite. J'ai un petit peu répondu. Je peux vous donner, juste donner le micro. Parce qu'il y a du monde un petit peu. D'accord. Oui, tu peux juste dire comme ça. Oui, c'est bon. Les questions que je me pose, mais je pense qu'elles sont évidentes. Typiquement, si tu veux utiliser une entreprise, il va falloir qu'ils scannent potentiellement les habitudes des développeurs d'entreprise. Mm-hmm. Donc là, on pose question. Je pense qu'ils ont fait effectivement Effectivement. C'est un peu peur, en fait. Ouais, effectivement. Effectivement, justement, Copilot, ils ont lancé Copilot Business, du coup. Permet. Je vais pas retrouver voilà. En fait, ils ont des options de privacy qui sont beaucoup plus importantes et ils garantissent en fait qu'il n'y a pas de données qui fuitent. Après, c'est du logiciel. C'est du logiciel propriétaire, on ne sait jamais ce qu'il y a derrière. Si j'utilise Pokémon API et que je décide, je sais pas, c'est pas censé arriver parce que tu feras certainement une fonction qui va mutualiser le code de fetch, mais si par exemple, je décidais que je mettais la limite à 57, si je le refais une deuxième fois, il va me proposer quoi? Celle de la communauté ou celle que j'ai? Ça va dépendre. Ça dépend en fait. Comme on a vu, c'est des probabilités, c'est des statistiques. Et comment il déduit en fait quelle est la meilleure pratique? Par exemple, je suis un influenceur très célèbre, je me trompe en fait sur un article, enfin je me trompe. Le code que je donne fonctionne, mais c'est pas la meilleure version du code qu'on pourrait donner. Ouais. Donc tout le monde va s'en inspirer. Certainement que l'IA va décider, je ne sais pas par quelle raison, que c'est le meilleur code, sauf que du coup ça veut dire que tout le monde va se tromper parce que tout le monde utilisera le même. Exactement. Exactement, parce que en fait, ce qui est proposé, c'est pas spécialement le meilleur code, et c'est pas ça en fait qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est d'avoir quelque chose qui fasse job, tout simplement. Et la meilleure façon de faire ou pas, après, c'est souvent sujet à débat. Il y a rarement objectivement une façon de faire. En fait, ça dépend de chacun. Et c'est aussi pour ça que il y a encore des humains qui sont derrière et qu'aujourd'hui on génère pas tout à la volée sans rien regarder. C'est pour ça. Et par extension, par niveau de temps, c'est quoi la différence avec la recherche sur Stack Overflow, qui est le pied de... Effectivement, il y a pas grande différence en fait, parce que ça revient globalement au même. C'est juste que l'intérêt, notamment avec des outils type Five, c'est que ça va agréger un petit peu tout ça et faire une explication autour. Notamment effectivement pour des juniors. Les juniors, ça va être super intéressant parce que ils vont avoir l'équivalent d'un professeur en fait qui va pouvoir répondre à leurs questions bien spécifiques sur un domaine ou expliquer un peu de code vraiment dans le détail. Oui, sur la base de comment dire, il n'y a pas de pertinence. C'est sur le nom en fait, mais ça n'a pas de pertinence. En gros, une ressource sur Open Classroom a exactement la même valeur qu'une ressource sur Stack Overflow. C'est ça. Nous, l'humain, c'est par expérience que Yannick qui a une meilleure qualité que l'autre. Pas l'IA, en fait. La différence, ça va être que à côté d'IA, en fait, on aura une expérience un peu plus personnalisée. Justement via ces interactions-là. Après, ça va pas tout supplanter. Non, mais du coup, là, c'est la bonne question à avoir. Moi, ce qu'on fait pour accompagner des jeunes développeurs qui font exactement le même problème avec même zéro avec Stack Overflow, sauf que là où Stack Overflow on est capable de dire attention, c'est pas la meilleure des ressources,
Là, aujourd'hui, Copilot ne donne pas des ressources. Effectivement, Copilot, il donne rien, mais je retourne sur Find, parce que sur Find, tu vois, on peut customiser la recherche et on peut donner du poids, plus ou moins, à certains sites. Ils sont c'est assez intéressant, ça, justement. Ça résout ça peut mais sur Copilot, par contre, il donne pas des sur Copilot, par contre, il donne pas de source parce que officiellement, en fait, il va pas recopier un code qui existe. Officiellement, il va recréer un code à partir de rien. À partir de un jeu de données qui a... C'est ça, à partir de ces probas, effectivement, comme on l'a vu, chaque mois, en fait, il va essayer d'éliminer le prochain. Il y a vraiment un accompagnement à avoir. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a encore des développeurs et qu'il va encore y en avoir. Pas se laisser avoir, effectivement, avec tous les titres un peu en couleur. Mais du coup, c'est important parce que plus ça va aller, on va arriver à une génération où on va avoir des jeunes développeurs qui vont avoir cette habitude-là, mais on n'aura pas forcément eu, et pour lequel on va être obligé de les accompagner. C'est ça. Tout ce que dit l'IA, tout ce que dit Technologie n'est pas vrai, tout ce que dit l'IA n'est pas. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu tempérer. Exactement. Mais pourquoi c'est Internet, c'est forcément il y avait une question. Ouais, j'avais une question par rapport justement à la mise de code. Est-ce que, comment si tu branches Copilot sur ta code et tu as des gros legacy et que justement tu souhaites changer un petit peu ton code pour essayer de t'améliorer et justement tout sur place, est-ce qu'on n'a pas de trop dire justement des réflexes qu'on met sur le code legacy et du coup aller à l'encontre de l'amélioration de CodeJack? Ouais, effectivement. Alors ça, c'est possible. Il y a une autre fonctionnalité que j'ai pas montrée sur Copilot, que j'aurais pu. En fait, ici, donc là, je vais reprendre le commentaire. Et en fait, on peut faire, si on peut faire un commande entrée. Je sais plus la commande. Je sais plus la commande, mais il y a, j'ai vu. Je sais plus, mais il y a, en fait, il y a la possibilité, voilà. Donc ici, par exemple, on voit qu'il y a une proposition. Et en fait, souvent, il y en a plusieurs. Donc, on peut choisir ou pas la proposition en tant que telle. On peut accepter. Et aussi, on a, j'arrive pas à le voir. En fait, il y a possibilité avec, je sais plus quelle touche. On a possibilité d'ouvrir, peut-être je ne retrouverai pas. Je ne retrouverai pas. Mais il y a possibilité, en fait, d'ouvrir à côté un bout de fenêtre à côté, avec, plusieurs solutions, en fait, qui sont, pertinentes. Et on peut choisir, en fait, d'appliquer en disant, je veux celle-là. Je veux l'autre. À chaque fois, on a le choix, en fait. Là, par exemple, au démarrage, du coup, ça marche. Au démarrage de la Repacto. Ouais, après. De la MCO, ça marche pas. Ça marche pas forcément au démarrage, mais si, en fait, ça peut marcher, puisqu'il va pas proposer que ce qu'il y a là dans le code. En fait, il va prendre aussi en compte, tout ce qu'il a, lui, de son côté. Il va pas faire le perroquet, en fait, sur tout ce qu'on fait. Pose un peu de nouveauté. Et je voilà. Si là, par exemple, j'ai un exemple où il m'en propose deux. Je peux choisir, en fait, l'un ou l'autre. Et si je veux, je peux juste prendre que une partie. Du coup, tu peux pas filtrer sur quel type de projet il va chauffer ces infos-là ou il va s'inspirer. Est-ce que tu peux mettre en place des filtres, un peu comme Find, par exemple, des URL? Non, t'as pas vraiment de filtre comme ça. En fait, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est transparent. C'est de l'autocomplétion, assez énervée et transparente. Et vraiment, l'idée, c'est tu t'écris ton code et, pendant que t'écris, il essaye de rentrer dans ta tête pour proposer vraiment. Ouais, il rentre plutôt dans le code, peut-être. C'est ça. Mais du coup, le risque, c'est qu'il te fasse plusieurs propositions basées sur le code des décisions. Ça peut.
Ça peut, comme ça peut ne pas être le cas. Après, voilà, c'est juste une suggestion. Ouais, oui, ça fait sur une base de réflexion. C'est ça. Toujours pareil, ça, c'est comme pas acceptable. Exactement. Après, je disais aussi, ça pouvait être un bon outil pour les juniors. Mais est-ce que justement, ça peut pas être risqué dans le sens où ça demande quand même un peu d'expérience pour savoir si ce que ChatGPT te propose, ou Copilot te propose, c'est bien ou c'est pas bien? Alors à ça, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement, ça peut être cool parce que on a un prof tout le temps à disposition qui va jamais s'énerver quand on comprend pas, qui va toujours avoir des bonnes réponses, enfin des réponses qui semblent pertinentes. Ça peut être à double tranchant effectivement dans le cas où on lui fait confiance aveuglément. Ça va dépendre des personnes qui font ça. Et voilà, après c'est comme tout, de toute façon, on est bien. Rarement le meilleur truc, on trouve rarement la meilleure solution. Je veux dire là-dessus, c'est pas vraiment une question, mais c'est un compliment si je vous permets. Ouais. C'est peut-être que le modèle, dans ChatGPT, il a un fonctionnement un peu tout simplement, c'est un élève qui va copier sur la copie de son voisin, sauf qu'il va le faire avec des millions de personnes et dans le mémoire. Quand on va l'interroger, ce qui fait tout ça avec du plan de solution, ce qui fait aussi quand une question, genre pour moi un algo qui fait la triangulation d'autres choses, ou assez complexe, avec de la philo, on va lui proposer quelque chose, mais là où c'est dans la solution. Et il faut, là où je trouve qu'il manque un truc dans le machine learning aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sensibilisé manquement de ces modèles-là. Parce que ces modèles-là sont sensibles à la correction. On demande quelque chose à ChatGPT, que cette solution est pas bonne, du métier, et lui dire, est-ce que tu es sûr que c'est bon? Ce que j'ai fait, ce que tu m'as proposé, je l'ai intégré, mais ça marche pas. Moi, il met une solution, et il va la corriger. Et d'être junior, comme c'est fait ça pour utiliser le machine learning européen, pas forcément sensibiliser à ça, on se supporte ce qu'il nous propose comme solution. C'est la meilleure solution possible. Bon, franchement, c'est pas le cas. Parce que effectivement, il poser une solution de propre, pour peut-être un petit peu sur la zone. Ouais, c'est bon. Exactement. C'est ça, effectivement. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a, aujourd'hui, on a des attentes incroyables parce que, ça nous a été vendu comme ça. Ça nous a été vendu comme le miracle. Effectivement, quand on fait des démos comme ça, qui se passe un petit peu avec celle-là, mais, ça vend un petit peu du rêve, effectivement. Et puis, les articles qui en parlent vendent ça comme un truc de fou. Mais, voilà, c'est un outil, il faut apprendre à maîtriser. Moi, c'était plus par rapport aux remarques qui ont été faites. Je vois deux cas d'usage en fait assez intelligence artificielle et deux cas notamment d'expérience aussi. Je pense que quand on est junior, Copilot c'est pas forcément la chose vers laquelle se tourner. Je pense que au contraire, ChatGPT il faut le prendre comme justement une sorte d'enseignant, suivre son parcours d'apprentissage et le prendre en tant qu'assistant et poser les questions. Pas forcément code-moi ça, mais plutôt comment fonctionne ça. Typiquement, on lit une doc, on comprend pas forcément la doc, on redemande une réexplication. Et tant qu'on comprend pas, on peut lui redemander de formuler jusqu'à ce qu'on comprenne. Et par contre, effectivement, avec un peu plus d'expérience, Copilot, c'est bien pour générer le code qui va venir en direct, donc c'est cool. Mais on a aussi ChatGPT qui est plus toujours en assistant. Moi, je pense qu'il faut garder l'intelligence humaine, de toute façon, obligé. C'est pour ça qu'ils l'ont intégré d'ailleurs ici. Et carrément. Mais en fait, le code-moi ça, je suis pas sûr que ce soit la bonne utilisation de l'intelligence artificielle au final. Plus poser un contexte avec une problématique, dire j'ai tel problème, comment puis-je le résoudre avec tel techno, et ensuite réfléchir autour de ça, plutôt que de se dire sors-moi ce code-là et fais-moi ça. C'est ça. Je suis pas sûr que ça soit vraiment. C'est les usages après qui diffèrent effectivement. Et oui, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Attention, mais ChatGPT n'est pas forcément fiable, au sens où là aussi il y a toujours un taux d'erreur. Et c'est en fait la vraie problématique, c'est de prendre pour argent comptant tout ce que l'IA va dire. L'IA, il y a un pourcentage d'erreur en fait. Et si la personne n'est pas sachante,
Parce que, du coup, c'est que, voilà, ça ne prenne que le temps, C'est ça. C'est les mêmes problématiques, en fait, que pour Copilot, hein, c'est même. Que Copilot, mais c'est surtout que au début d'Internet, où effectivement, si, c'est marqué sur Internet. C'est bon. Et c'est la même problématique que les recherches Internet. C'est exactement le même truc où, on peut chercher quelque chose et trouver une erreur. La seule différence, c'est que sur Internet, on a appris au fur et à mesure à regrouper des sources. Une fois, deux fois, et faire une vérification, graduer la qualité de la source. La source sur un blog d'un gars bizarre, on sait qu'elle est moins bonne qualité que au podcast, par exemple. C'est ça. Et c'est pour ça, justement, que les outils type Find, eux, ils listent leurs sources. Et je pense que Find est vraiment bien dans le sens où il y a une capacité à moduler et à pondérer les risques de l'IA. Là où des choses comme ChatGPT ou comme Copilot, où finalement, en fait, on est complètement aveugle de la ressource et de ce qui est à l'origine de la réponse. Et vraiment un risque plus important de prendre tout pour argent comptant. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que pour des juniors, c'est le même piège que pour le serveur. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le même piège. Si on fait un copier-coller des choses, sauf que là, on a la possibilité de lui demander de l'expliquer ce que ça fait. Et ça, c'est pas une question. Pas sur ces comptes. Non, bah, du coup, tu disais que tu avais ça faisait plusieurs années que tu utilisais cette époque ChatGPT, du coup. Alors, je l'ai testé quand c'est sorti. Ouais. Effectivement. Et j'ai trouvé ça nul. J'ai trouvé que c'était cool sur le concept, mais dans la réalité, c'était vraiment pas assez pertinent. Et, parce que du coup, ouais, on entend beaucoup parler, un peu de partout, etc. Mais les gens ont un peu déjà posé par la question, mais toi, quel est ton retour par rapport à la qualité, effectivement, de ce qui, si je comprends bien, ça va aller te proposer la réponse la plus trouvée plutôt que la plus pertinente ou la plus poussée, etc. À quel point, toi, tu t'en sers? Moi, je verrais ça comme faire pisser du boilerplate, des trucs chiants, etc. Mais toi, concrètement, comment tu t'en sers quand tu veux aller dans les trucs plus loin? Est-ce que tu demandes de générer du boilerplate ou des trucs de base, et après tu lui demandes d'itérer en rajoutant des critères de qualité ou des règles spécifiques, etc. Ou est-ce qu'il n'y arrive pas et tu pars juste d'une base simple qu'il te fournit, et après toi, avec tes connaissances, tu construis? Comment est-ce que toi, de ton expérience, tu peux faire ça? Ouais, c'est plutôt la dernière option où effectivement, moi, dans mon usage aujourd'hui, je lui demande de générer pas mal de boilerplate, qu'après est repris ou pas. Des fois, ça arrive de supprimer. Mais souvent, en fait, je fonctionne avec ça là, où effectivement, je lui demande, je lui fais ma première instruction, et après là-dessus, moi, je viens mettre mes mains dedans et je viens modifier ce qui me plaît pas, je viens rajouter un petit peu au fur et à mesure. Et ça, vraiment, ça c'est que pour le boilerplate. Et après, je me sers justement du fonctionnement un petit peu ligne à ligne. J'écris en fait mes trucs et je regarde ce qui m'auto-complète. Et si ça me plaît, bon, je prends. Okay. Mais ça arrive des fois, ouais, pendant 30 secondes, la position ça me plaît pas, je continue de faire en fait. Que j'ai en tête. Et ouais, c'est surtout pour les tests unitaires. C'est vraiment cool parce c'est typiquement du code où il y a pas mal de boilerplate, donc ça va très très vite. Ça évite de faire des copier-coller, des duplications avec des raccourcis un peu bizarres. C'est très très vite. Ok. Et j'avais une autre question aussi où tu parlais donc dans Copilot, il y a la version entreprise où il ne transmet pas tes données. Officiellement. Voilà, mais il y avait aussi, tu montrais que dans la version grand public, donc déjà je sais pas si c'est payant ou pas. Moi j'avais vu passer le truc quand c'était en bêta privé. Ouais, en plus c'était gratuit. Maintenant c'est payant du coup. C'est ça, c'est $10 par mois. D'accord. Et du coup, même pour les versions donc personnelles, tu montrais qu'il y avait une option pour à un moment donné pour ne pas partager tes données. Ouais. Alors c'est un petit peu plus subtil. C'est pas ne pas partager les données, c'est ne pas nourrir l'algo global avec ces données-là.
Ok, d'accord. Parce qu'il y a toujours un petit peu de télémétrie. On voit bien tes données, mais c'est juste qu'elles servent pas à alimenter la code base, C'est ça. l'intelligence. Oui, normalement. Parce que du coup, je me posais la question, comment c'était possible si vraiment c'est pour une boîte noire, c'est du web, comment c'était possible à point de télécharger, je sais pas, des terras de données pour avoir cette intelligence sur ta machine, on pouvait pas, non. Ok. C'est que t'as un peu moins de télémétrie, quoi. Ouais, c'est, au guillemets, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Voilà, Et oui, et business, c'est quand même plus cher. Voilà. D'autres questions? Oui, je trouve ça un peu dangereux le fait qu'il y ait une uniformisation de pratiques de code, bonnes ou mauvaises. Au sens où, par exemple, est-ce qu'il existe, par exemple, des informations sur comment fonctionne l'IA pour choisir la pertinence du rendu de certaines informations? Parce que typiquement, moi, ce que je vois, alors c'est peut-être pas possible, mais admettons qu'il y ait un nouveau framework JS qui sort, ça peut arriver. Je me positionne très rapidement dessus et je fais des faux comptes GitHub. J'écris du code malveillant sur à peu près 50 sources, puis remonte en fait dans les suppositions pour les juniors. Est-ce que c'est eux que je vise? Est-ce que la machine est assez intelligente faire la part des choses? Est-ce qu'il y a, alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que ce serait possible d'avoir aussi un signalement, dire attention, là il y a quelque chose de grave qui se passe, que nous on puisse entraîner finalement l'IA? C'est une vraie question. Je pense qu'il y a des gens qui sont payés pour répondre à ça. C'est ça qui me fait peur. Bah oui, tout à fait. Non, mais effectivement, c'est super intéressant comme question. Et honnêtement, je saurais pas dire, mais pour moi, ça s'apparente à comme si tu créais 50 blogs techniques en copiant-collant ou que tu spammais Stack Overflow avec des trucs. Mais là, ça va être sketchy. C'est un pied d'apprentissage, ça. C'est ça, c'est un pied C'est déjà arrivé quand Facebook, la première version de regarde. Puis ils se sont dit, tiens, on va faire des codes qui postent les petits aspects de spam pour voir comment il y a de la magie. Et il y a une aspect à ça. C'est ça. Je répète pour ceux qui sont à distance, ça rejoint un petit peu l'expérimentation qu'avait fait Facebook, avec une IAE qui, était devenue, un petit peu nazie, carrément nazie, en fait, au bout de très peu de temps. Parce que voilà, c'est l'entraînement pour lui. Et aujourd'hui, il y a des outils, en fait, sur pas mal d'outils, on peut donner des sources. Donc là, après, ça sort un petit peu de ce cadre-là du développement pur. Là, c'est plus des outils, pour développer. Donc, notamment, tout ce qui est API de OpenAI, on peut lui fournir des données, des index de données. On veut le prioriser sur tout le reste. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on fait, des chatbots qui sont spécialisés, chatbot service client, par exemple. On entraîne, en fait, on lui dit juste, prends ce PDF avec toutes les questions-réponses qu'on a l'habitude de traiter. Lui, il ingère ça, il prend ça en priorité. C'est ça un petit peu tout ça. En tout cas, en tant que dev, en outillage, c'est vachement cool, tout ce qui est présent. En tant que dev expérimenté. En tant que dev expérimenté. Voilà, ça, c'est grand. Non, mais même développer des applications qui utilisent l'IA, les outillages sont vachement cool. Il n'y a pas besoin d'être très expérimenté pour arriver à faire ce truc. C'est bluffant. Non, mais du coup, toi, tu t'en sers au quotidien dans tes missions et t'as pas eu forcément de soucis encore, peut-être parce que c'est pas encore trop démocratisé. Ils commencent à mettre des versions pour les entreprises, etc. Mais en dehors de, j'imagine, les clients qui disent, non, il faut pas s'en servir, etc. Concrètement, t'as pas encore reçu de blocage ou de trucs comme ça pour, au niveau SI ou des choses comme ça pour t'en empêcher. Alors, j'ai soigneusement évité d'en parler. Non, mais on est d'accord. Enfin, voilà, mais concrètement, c'est pas encore assez développé dans la culture info pour que il y ait dans tous les SI un blocage de telle API, etc. Et voilà. Même si je pense bien que tu vas les demander au service de sécurité, ils vont mettre une balayette. C'est des documents, c'est trop Ça dépend de qui. Mais t'as pas eu encore ce souci, toi. Ok. C'est secret. C'est le passeport. C'est un peu la sauce magique. Encore. Je finis juste en disant qu'il y a aussi une alternative gratuite. Oui, effectivement, j'ai pas parlé des alternatives, mais il y en a plein.
Il y a AWS qui ont sorti la leur. Il y a des initiatives open source. Enfin, il y a énormément de choses. Là, j'ai parlé de Copilot parce que c'est pour moi le plus pertinent, le plus efficace et facile à utiliser. Il y a effectivement pas mal d'alternatives, comme tu dis, qui sont même gratuites. Merci. Merci.